Mesdames et messieurs, bonsoir. مرحبا بكم معنا dans notre nouveau numéro تاع Zone de Crésus. اليوم راح نحكيو avec un invité de marque, monsieur Soufiane Djilali, على la gérée de demain. Il est clair que le Hirak a bougé les lignes. A bougé les lignes dans le sens où il a désintégré complètement le système Bouteflika. C'est une qualité qui est aussi, de l'autre côté, un inconvénient. Pourquoi un inconvénient? Parce que le Hirak n'a pas su émerger une personnalité de consensus, une personnalité de compromis. Il est noyauté, il est piégé, c'est la question qu'après, il va nous mettre. Aujourd'hui, on a les candidats, la campagne qui se déroule un peu sur le territoire national, mais une campagne assez fade, qui n'est pas convaincante. Mais il faut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'ils veulent, les candidats, faire de l'Algérie? Pourquoi certains partis n'ont pas participé? Hadou les questions, on va les voir avec M. Soufiane Djilali. M. Soufiane, bonjour. Bonjour. Alors, la première question, c'est pourquoi le Hirak n'a pas su faire émerger une personnalité commune. Donc, on peut dire que ce Hirak est absent de ces élections. Non, d'abord, le Hirak n'est pas absent des élections puisqu'il pèse très lourdement pour empêcher cette élection. Mais pour revenir à votre question, pourquoi il n'y a pas eu de personnalité qui est émergée, je pense que la raison coule de source. Le Hirak est l'expression de la volonté populaire pour refuser un système de gouvernance qui était là depuis des décennies. Ensuite, une fois que le peuple a dit ce mot-là, et qu'il a choisi un système démocratique, puisque dès le départ, il y avait les slogans Jazair Hurra Demokratiya. Il voulait un état de droit, le peuple veut que la loi soit au-dessus de tout le monde, et il veut qu'il y ait un choix démocratique. À partir du moment où le choix doit être démocratique, il doit se faire dans les urnes. Il ne peut pas se faire dans la rue. Il est compliqué de demander à un peuple entier, dans toute sa pluralité, dans toutes ses tendances, de faire émerger une personnalité qui convient à tout le monde à la fois. Vous savez, on a tout l'éventail dans la rue. Ça va de celui qui pense à une société libérale, à celui qui pense à une société conservatrice, celui qui a il y a l'entrepreneur, il y a l'ouvrier, vous avez celui qui a plutôt un côté laïque ou un côté islamiste, etc. Et donc, il est très compliqué de demander à ce que tout le monde s'entende sur une personnalité. Ça se fait à travers les urnes. Mais le Hirak, il aurait pu proposer 3, 4, 5, 6 personnalités. Voilà, mais le Hirak, c'est indéfini. Le Hirak, c'est voilà, tout le monde. Voilà. C'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont dans la rue. Et comment faire pour s'entendre? On fait des assemblées générales, on fait quoi? Donc la problématique est d'ordre organique. Bien entendu, mais dans le monde entier, lorsque un peuple prend une décision de faire une révolution, en réalité, on est en train de vivre une révolution, à ce moment-là, on va aller vers de vraies élections. Et les élections, ça peut donner 10, 15%, 20% aux uns et aux autres, et puis faire un deuxième tour, ou alors si c'est des législatives, donner des quotas, mais en fonction de la souveraineté populaire. Mais sinon, il est très difficile de mettre comme ça un nom en avant au nom de toute cette masse-là qui est dans une très grande diversité régionale, idéologique, doctrinaire, d'âge, tout à la fois. C'est pour ça que la démocratie a été inventée, le vote est inventé pour cela. Les élections sont là, il y en a ceux qui sont pour, et il y en a ceux qui sont contre. En tant que journaliste, ce n'est pas notre rôle de se positionner ni avec les uns ni avec les autres. Mais je vous pose la question. Alash Djil Jadid ne s'est pas présenté la course. Djil Jadid a une relation très particulière avec le Hirak. Je vous rappelle que nous avions très tôt d'abord boycotté les élections législatives de 2017, puis les élections locales, au motif que c'était organisé par un pouvoir qui fraudait systématiquement et toutes les tares qu'on avait décrites à ce moment-là.
Puis nous avions organisé, si vous vous rappelez, avec d'autres partenaires, un mouvement qui s'appelait Mouatana à ce moment-là, et on avait commencé à sortir très tôt, dès le mois d'août 2018, c'est-à-dire bien avant le démarrage du Hirak. Puis de wilaya en wilaya, on a même organisé dans certaines capitales à l'étranger grâce à la communauté algérienne pour refuser le cinquième mandat. Donc nous avons un lien très affectif et profond avec le Hirak. Et vous imaginez bien que le moment venu, alors que la situation n'est pas encore clarifiée et que le Hirak est toujours là, toujours présent, refusant ces élections, on ne absolument pas aller à contre-courant de ce mouvement historique. Mais il y a quelque part un danger. Donc, jusqu'à quand? Il faut organiser ces élections. Il faut, d'une manière ou d'une autre, à mon humble point de vue, ne pas laisser la place vide. Il faut, parce que c'est l'intérêt de l'Algérie finalement. Redouane Makache les élections, on est pratiquement dans l'inconnu. شوف أنا نذكر برك باللي احنا في البداية كنا مع حوار مفتوح مع كل الأطراف وكنا مع المخرج من خلال الانتخابات الرئاسية. هذا هو الموقف نتاعنا، ولكن قلنا لازم نروحوا للانتخابات الرئاسية بعد تهيئة الأجواء، منها يحروا المعتقلين معتقلين الرأي، لأن بعض الشبان رفضوا راية الأمازيغية، حتى ولا البعض يظن أن فيها أبعاد أخرى، ولكن الواقع يعني ما يخليش هذه القساوة تاع هذه الأحكام. كنا طلبنا فتح وسائل الإعلام، كنا طلبنا كذلك تغيير حكومي على الأقل باش يعطي ضمانات للناس اللي تدخل الانتخابات. فكان ممكن جدا أن نروح في هذا المسلك، كان شوية صبر من قبل السلطة، ولكن نظن أن السلطة تسرعت وحبت تفرض مباشرة الحل بدون استشارة حقيقية. كانت محاولة مع لجنة كريم يونس، ولكن في نهاية الأمر ما فلحتش، ما جابتش ثمار حقيقية. هادو كل خطوات اللي كان من المفروض يسمى نجوزوها باش نقدروا نروحوا لانتخابات في جو هادئ بقبول ورضاء الجميع. هذا اللي ما تحصلناش عليه اليوم. يعني الموقع حرج جدا، الجزائر في موقع صعب كما تفضلت قبيلات. حقيقة النظام السابق انهار تماما، واليوم مع انهيار النظام حتى انهيار الدولة يصبح يعني إمكانية، لأن الجزائر أولا دولة صبحت هشة بعد 20 سنة من تسيير السلطة اللي فاتت، وهنالك مشاكل كبيرة جدا اقتصادية اجتماعية وكذلك خارجية. كل هذا يخلي الخلل ويخلينا يعني نتعاملوا بحذر مع الواقع. هنالك بعض الأحيان تطرف في المواقف من كل جهات. احنا ندعو بالرجوع إلى وسطية، إلى نوع من عقلانة لمعالجة كل المشاكل بطريقة تكون سلسة. Tout ce que vous dites est vrai, c'est Sofiane. Tout ce que vous dites est vrai. Seulement, j'ai 2 points, je voudrais rebondir sur 2 points. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas changer les choses de l'extérieur. Oui. C'est-à-dire, pour changer la structure de l'État, de l'autorité, il faut être à l'intérieur. Il ne faut pas poser des conditions en amont et dire « Le deuxième point, c'est que les autorités, ou la soldat qui est là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, n'a exclu personne. Les urnes, يتفضل. هذا les 2 points qui me tiennent à cœur. D'abord, le premier point. Est-ce qu'il faut changer de l'intérieur ou de l'extérieur? Vous savez très bien que ça s'est posé depuis l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu des courants politiques qui étaient très connus, actifs sur la scène politique, qui ont opté pour le soutien critique, etc., déjà depuis les années 60-70. Ensuite, il y a eu beaucoup de tentatives par les partis politiques de rentrer soit au gouvernement ou plus aisément peut-être au niveau des institutions, l'institution législative.
Mais au final, est-ce que quelque chose a changé de l'intérieur? Non, au contraire, le pouvoir a cette capacité à vous phagocyter. Il vous avale et il va vous réduire à un de ses composants sans qu'il n'y ait de changement fondamental. Parce que les règles du jeu étant posées dès le départ et de façon inamovible, vous ne pouvez pas de l'intérieur vous porter. Comme si je vous demande, est-ce qu'en tirant sur vos chaussures, vous pouvez vous soulever? Non, on ne peut pas. Il fallait qu'il y ait une intervention extérieure. Cette intervention extérieure au système, c'est le peuple. Durant 20 ans au moins, le peuple a été marginalisé complètement. Lorsqu'il allait voter au début, pensant changer par le vote, il s'est aperçu que la voix ne portait pas, parce qu'au final, les résultats étaient toujours arrangés comme cela a été désiré par le pouvoir. Et que le système avait fait un enracinement, un encerclement de toute la société de façon à pouvoir étouffer toute velléité de liberté. À partir du moment où le peuple est rentré, depuis le 22 février, il est rentré dans l'équation, cette équation se compte au moins à 3 maintenant, c'est-à-dire le pouvoir, une opposition, et dans l'opposition on peut revenir, qu'est-ce que c'est cette opposition, et troisièmement le peuple. Or le peuple pèse très très lourd, très lourd. La preuve en est que on a vu sous nos yeux en quelques mois, pour ne pas dire en quelques semaines, tout un système avoir été démantelé. Maintenant, toute la question qui se pose, une fois que le système a été démantelé, quel va être le prochain système à construire? Si on reprend les mêmes modes de fonctionnement, on va reproduire exactement le même système avec de nouvelles têtes. Et ça pose vraiment problème. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette conscience collective où le Hirak est toujours là pour empêcher toute dérive vers la reconduction du même système. Et d'ailleurs, parmi les candidats aujourd'hui qui ont accepté de jouer le jeu de cette élection, certains d'entre eux disent qu'il faudrait que le Hirak continue, quelle que soit la donne du 12 décembre. C'est-à-dire qu'ils ont conscience que seul un président, même s'il devait être élu, ne peut pas aller très loin s'il n'a pas la puissance de l'apport populaire. C'était d'ailleurs le cas de certaines personnalités qui avaient refusé d'aller plus loin, disant qu'un homme, même s'il est élu, ne peut pas faire grand-chose dans la situation actuelle. Donc, pour vous dire, changer de l'intérieur, vous pouvez changer lorsque les équilibres sont plus ou moins respectés et que votre voix peut peser. Mais dans un système fermé comme le système algérien qui a géré le pays jusqu'à présent, il n'y a rien à faire de l'intérieur. Mais là, aujourd'hui, vous êtes complètement phagocyté. Sofiane, on est phagocyté, oui, mais là, aujourd'hui, le système, il est dans une situation de vulnérabilité. On peut le rendre flexible. Non, le système aujourd'hui est dans une position de vulnérabilité et il a besoin de rétablir un minimum de tranquillité pour se reconstruire. Par contre, si l'élection se déroule avec la présence d'un mouvement populaire puissant, le nouveau président sera dans l'obligation d'apporter des changements parce que le peuple sera là pour faire pression sur le changement du système. Et si le Hirak s'était arrêté, ouais, il y a 2 mois de cela, tout se déroulerait pour régénérer le système. Le peuple, c'est bien beau de dire le peuple. Je suis d'accord avec vous. Hein. Sauf que le peuple, c'est une donnée très dangereuse. On a vu ce qui s'est passé en Égypte, on a vu ce qui s'est passé en Libye, on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Quand le peuple rentre en jeu, il faut vraiment contrôler la situation. Et c'est pour ça que ces élections-là sont importantes. Le peuple en soi ne peut pas être dangereux parce que, au final, c'est quoi le peuple? Le peuple, ce sont des moments particuliers dans l'histoire où une société s'aligne sur une même position, sur une même volonté. Les Algériens ont été un peuple en 1954 jusqu'en 1962. Puis, petit à petit, ils n'étaient plus un peuple au sens philosophique. C'était une société avec ses divisions, avec ses contradictions, avec ses problèmes. Et dans les années 90, on était encore moins peuple, puisqu'il y avait une forme même de conflit très violent à l'intérieur de la société. Quand vous allez dans les grandes démocraties, les chefs de parti, les chefs d'État ne parlent pas, ne prononcent pas le mot peuple, ou très rarement.
le peuple a dit, le peuple a fait, le peuple a voulu, le peuple... Non, parce que ce sont des moments très précis dans l'histoire où une société se revêt de la tenue d'un peuple. Or, le 22 février et les vendredis, le peuple algérien était là. Il s'est exprimé en tant que tel. Mais dans cette expression, il vous donne une volonté générale, un aiguillage, un sens de l'histoire. Et ensuite, au moment du choix, ce peuple-là se transforme en corps électoral parce qu'il revient à ses identités, il revient à ses intérêts terrestres. C'est-à-dire, vous avez des classes sociales qui sont là, il y a ceux qui veulent la solidarité, il y a ceux qui veulent plus de liberté, il y a ceux qui sont pour la liberté d'entreprise, il y a ceux qui sont pour la socialisation des moyens de production, etc. Là, on redevient une société dans sa diversité et qui doit s'exprimer à travers des urnes pour donner cette image-là à travers des institutions. Donc, on va élire des représentants qui portent ces courants de pensée. Donc, pour revenir, les Algériens exigeaient un changement de régime pour aller vers une démocratie et un état de droit. À partir de ce moment-là, tout le monde serait d'accord. Si on met en place les règles du jeu, et on va à des élections pour laisser le peuple choisir ses vrais représentants et les changer au fur et à mesure. Mais revenir à l'ancien système où vous avez un contrôle systématique de la part d'un pouvoir qui détient tous les leviers et qui fait un semblant de démocratie en mettant en avant une vitrine, en changeant X par Y, ça ne sert à rien. Oui, Monsieur Soufiane, je suis entièrement d'accord avec vous, dans le sens où le peuple, c'est une donnée qui est à profit de l'intérêt du pays. Mais là, on est dans une situation d'impasse politique. Cette impasse politique pousse déjà les forces étrangères à vouloir regarder ce qu'il y a dans notre marmite. Et c'est ça le danger, justement. Écoutez, on est appelé à régler les problèmes internes entre Algériens. Ça, je crois qu'il n'y a pas un homme politique conscient des enjeux pour vouloir appeler une force extérieure. Deuxièmement, je ne pense pas qu'au fond, l'Union européenne, puisque c'est d'elle dont il s'agit, ou un autre pays faisant partie de l'Union européenne ou même ailleurs, qui aurait l'intention d'intervenir directement avec les gros sabots. Ça, c'est extrêmement difficile. L'Algérie n'est pas un pays, j'allais dire, banal. C'est un pays qui a été construit après une longue révolution armée, qui a arraché son indépendance après plus d'un siècle de colonisation. C'est un pays dont le sentiment national est très fort et je ne crois pas que des forces étrangères puissent s'infiltrer et s'amuser comme ça librement à l'intérieur. Deuxièmement, on peut comprendre une certaine forme d'inquiétude chez certains partenaires. Parce qu'il ne faut pas se replier sur des sentiments un peu paranoïaques et dire que tout ce qui est étranger est forcément porteur de menaces. Dans l'Union européenne, il y a plusieurs pays dont les intérêts sont très importants avec l'Algérie. Et l'Algérie aussi a des intérêts avec ces pays. Ce sont des intérêts des deux côtés de la barrière. Et donc, une situation de pourrissement en Algérie, ou plus grave encore de dérapage, porterait tort à tout le monde à la fois. L'Algérie a une position géopolitique très, très importante. Un désordre incontrôlé en Algérie se répandrait comme le feu aux poudres sur toute la région sud-méditerranéenne, hein, du Maroc jusqu'à l'Égypte et probablement plus loin. Et d'un autre côté, elle aurait des conséquences désastreuses sur certains pays de la rive nord de la Méditerranée. Donc qu'il s'inquiète, j'allais dire, c'est normal. Maintenant, c'est à nous de régler notre problème à l'intérieur, de faire un front extrêmement puissant et solide pour défendre nos vrais intérêts. Parce que jusqu'à présent, au final, l'Algérie ne défend pas ses intérêts. Nous sommes un marché complètement ouvert aux intérêts étrangers. Hein. Nous ne produisons rien. Nous extrayons du pétrole grâce à des compagnies multinationales auxquelles nous donnons de très grands avantages.
Et avec le peu d'argent qui nous revient, on va acheter de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, de quoi circuler, de quoi faire notre quotidien. Et donc, au final, l'Algérie est dans une économie totalement extravertie. Donc, ce danger-là, il était là depuis 20 ans, au moins. Je ne parle pas de la décennie noire, les années 90, où tout était bouleversé. Mais depuis 2000, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur ce plan-là, si on s'arrête, il y a eu une très grave trahison de l'Algérie. Donc ceux qui parlent aujourd'hui de l'étranger, des risques, pourquoi ils n'ont rien fait durant 20 ans quand l'Algérie était trahie, lorsque l'Algérie était en train d'être démembrée de l'intérieur, dans son assise, dans sa constitution de base, lorsqu'on a introduit des divisions très profondes dans le pays, lorsqu'on a démoralisé le peuple, lorsqu'on a démembré l'État, lorsqu'on a introduit une immoralité dans la gestion du pays. C'est ça la trahison, c'était ça exposer le pays aux intérêts étrangers. Mais ça, oui, je suis encore une fois d'accord. Ça, là, ce qu'on appelait l'Aïsaba, c'est les 20 ans là, ils sont entre les mains de la justice. Et quand on parle de l'Europe justement, et vous venez de répondre à la question, il n'a pas besoin de vous faire la guerre sur le dos d'un char. Il a besoin de vous fermer, de vous coincer économiquement et vous êtes fini. Aujourd'hui, on discute des pour et de contre des élections, alors que Total et Exxon, ils sont en train d'extraire le gaz de schiste de l'Algérie. Personne ne sait. Ils ont imposé une loi sur les hydrocarbures qui est passée. Ça aussi, c'est la force C'est la faiblesse de l'Algérie. Nous sommes dans une situation extrêmement faible et où on a eu une élite dirigeante complètement corrompue, totalement corrompue. Et il faut déloger à la racine le problème général de cette constitution d'une caste qui a géré le pays à travers le retour à la souveraineté populaire. Et puis ensuite reconstruire le pays, reconquérir ses parts de souveraineté, reprendre en main ses richesses. Ça ne se fera pas en un jour, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais regardez des pays, c'est pas la peine de citer les noms, mais ils sont maintenant bien visibles. Lorsqu'ils avaient une force en interne, lorsqu'ils pouvaient produire de quoi nourrir leur population, ils avaient de quoi produire pour répondre aux besoins quotidiens. Et ils ont soutenu n'importe quel embargo, des embargos extrêmement forts contre eux, et ils se maintiennent. Nous, on ne tiendrait pas un embargo d'une semaine ou d'un mois. Encore, l'Union européenne appelle à une résolution. Mais non, mais en même temps, oui, mais l'Union européenne, comme les autres pays, ont envie que l'Algérie se stabilise. C'est ça l'arrière-fond. Ils n'ont pas besoin d'une Algérie en plein désordre. Ce n'est pas le cas, par exemple, de la Syrie, ce n'est pas le cas de certains pays comme le Yémen. Si l'Algérie était déstabilisée et s'il y avait un désordre dans le pays, c'est un désordre qui coûtera excessivement cher, essentiellement à l'Europe et l'Europe du Sud. Il y a une forte communauté algérienne à l'étranger, il y a des risques de migration de masse importante. Il y a le risque que l'Algérie devienne un passage ouvert entre l'Afrique jusqu'à l'Europe, etc. Donc, si l'Algérie devait rentrer dans une crise profonde, ça aura des conséquences beaucoup plus graves que l'intérêt que peut retirer l'Europe d'une Algérie qui est déjà très faible. Nous ne produisons pas grand-chose à part le pétrole. Et encore, le pétrole, les hydrocarbures en général, avec le gaz, nous sommes un petit producteur, nous ne sommes pas un pays pétrolier. Hein. Voilà, et d'autant plus que la consommation interne est en train de monter en flèche, que les capacités d'exportation se réduisent. Et je pense que tout le monde a conscience que si l'Algérie ne sort pas rapidement du système de rente de cette économie rentière, on rentrera petit à petit dans un cercle vicieux qui va nous amener à payer très très lourd les années de gabegie. Merci beaucoup, Sofiane. Juste un dernier mot. Comment vous suivez ces campagnes, cette campagne que fait chaque chauffeur? Si déontologiquement parlant, on a le droit de parler. Cette campagne, vous savez, je pense que la caractéristique essentielle, c'est qu'elle est déconnectée du peuple. Une campagne, elle doit permettre à la population d'écouter, de réfléchir, de débattre sur l'avenir, de comprendre ce que proposent les uns et les autres,
d'entrevoir mieux l'avenir et de porter un choix au final sur celui qui serait considéré comme celui qui aurait les meilleures solutions. Or, aujourd'hui, l'attention est détournée. Le peuple s'occupe à comment empêcher tel ou tel candidat à faire son travail. On n'écoute pas, on ne suit pas. Il n'y a même pas une campagne sérieuse à la télévision. Je pense que les candidats sont en train de perdre une énergie terrible à simplement essayer de réunir quelques auditoires dans des salles fermées. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Moi, j'espère de tout cœur que la situation reste stable, qu'il n'y ait pas de dérapage, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes pour les semaines à venir. يعطيك الصحة سي سفيان, merci d'avoir accepté mon invitation et مرحبا بك في كل وقت. Mesdames et messieurs, هكذا c'est ça la démocratie, c'est donner la parole aux uns aux autres. Maintenant, ceux qui veulent voter, ils aillent voter. Ceux qui ne veulent pas, ils sont libres. Mais il y a une chose très importante, il ne faut pas perdre de vue la stabilité de l'Algérie. Déjà un pays très vulnérable. Vulnérable économiquement, vulnérable intellectuellement. On a nos élites qui sont ailleurs et nous sommes vidés de nos élites. Nous n'avons pas de vision pour l'avenir. Tout est à construire, mais à reconstruire. À construire parce que ça n'a jamais été construit. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salam alaikum. Au revoir.